Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau jeudi de la recherche paramédicale. On accueille aujourd'hui Stéphanie Chaillot, Stéphanie Bléaire, Nadège Tessier et Anne Winot, qui sont du CHD de Vendée, qui sont des infirmières en pédiatrie et néonatologie. Elles vont du coup vous parler de leur sujet de recherche et vous parler de leur expérience que je leur laisse le soin de vous présenter. Je prends juste la parole quelques minutes simplement pour vous donner des détails techniques sur l'utilisation du webinaire pour tous ceux qui n'ont pas encore participé à un jeudi de la recherche ou à un webinaire de ce type. Voilà, pour simplement, vous êtes en écoute seule, le webinaire est en écoute seule, donc vous ne pouvez pas prendre la parole. Cependant, vous pouvez poser des questions si vous le souhaitez. Vous avez une zone en fait chatée dans votre boîte à outils, donc n'hésitez pas à poser vos questions et je les retransmettrai à la fin de l'intervention des infirmières. Ensuite, la vidéo va être enregistrée et elle sera ensuite disponible sur la chaîne YouTube du CHU d'Angers. Donc, quand vous prenez la parole, en fait, vous nous donnez l'autorisation d'enregistrer vos questions, votre nom, prénom, fonction et toute autre donnée que vous communiquerez. Si vous voulez plus d'informations sur les droits d'autorisation, vous retrouvez un document complet sur les documents à distribuer. Voilà, mais je ne mobilise pas plus la parole. Je vais laisser la parole à Stéphanie, Nadège et Anne. Donc, bonjour, merci de nous avoir invités à présenter notre projet. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons un petit peu modifié le titre puisque nous allons parler de notre vie de chercheuse. Un instant, il faut partager votre écran. Donc, je disais que nous avions changé le titre de notre présentation en notre vie de chercheuse puisque nous sommes plusieurs professionnels à prendre la parole. Donc, je vais commencer par nous présenter. Donc, Stéphanie Chaillot, je suis puéricultrice cadre de santé en pédiatrie et urgence pédiatrique. Anne Winot est puéricultrice en néonatologie, elle n'a pas pu être présente aujourd'hui. Ensuite, je laisserai la parole à Stéphanie Bléaire, qui est infirmière en pédiatrie, puis à Nadège Tessier, qui est infirmière référente en pédiatrie. Ah, alors, les diapos. On commence par un problème technique. Voilà. Donc, je vais continuer par l'origine de notre projet. Donc, tout d'abord, le contexte. C'est vrai que dans les services de néonat et de pédiatrie, nous avions déjà depuis de nombreuses années une culture des réflexions paramédicales avec beaucoup de groupes de travail. Par exemple, en pédiatrie, nous avions un groupe bien-être en pédiatrie, un groupe hygiène, plusieurs groupes sur l'éducation thérapeutique. En néonatologie, depuis plusieurs années, des groupes de réflexion existent sur l'accompagnement de l'attachement parent-enfant, mais aussi les soins de développement. Donc, fin 2018, j'ai proposé la création d'un groupe de réflexion sur la recherche clinique paramédicale au sein du pôle femmes-enfants. Il était composé de 3 puéricultrices, 3 infirmières et donc un cadre. Ce groupe a pu participer à différents séminaires de formation en recherche clinique sur Nantes. L'objectif était vraiment de s'imprégner du langage et de la méthodologie en recherche clinique. Donc, fin 2018, nous avons pu organiser la première réunion de ce groupe de travail. L'objectif était de discuter de l'ensemble de nos idées de problématiques de soins. Donc, chacun est arrivé avec différentes idées. Par exemple, sur la bandelette urinaire versus le collecteur à urine et la douleur de l'enfant, l'appréhension lors des soins avec l'utilisation de l'abeille lusie ou du méopa. Nous avions déjà l'idée de l'altération cutanée et des cathéters en pédiatrie. Il y avait un sujet aussi qui nous intéressait en néonat sur la sonde nasogastrique et la prématurité. Donc, suite à cette première réunion, nous avons démarré une recherche bibliographique sur chaque thème. Nous avions fait le choix de travailler en binôme pour évaluer la pertinence de nos idées. Dans le même temps, j'avais demandé aux infirmières de rédiger des notes de synthèse pour pouvoir diffuser auprès de l'équipe, notamment via le petit journal de pédiatrie. Au final, nous avons choisi 2 sujets, puisqu'il n'y avait pas de recherche sur ces thèmes particuliers.
Donc, nous avons rédigé 2 lettres d'intention. Une qui permettait la comparaison de 2 méthodes de recueil d'urine chez le nourrisson pour la réalisation de bandelettes. Cette lettre d'intention n'a pas été retenue au PHRIP. Et par contre, notre projet CATESCA, donc la prévention des escarres lors du maintien d'un cathéter périphérique en pédiatrie, l'utilisation de compresses versus prise en charge standard, a été retenu à l'appel d'offres interne en 2019 au CHD. Donc en septembre 2019, nous avons rédigé le protocole de recherche. Ça nous a permis d'affiner notamment le choix des intervenants, particulièrement des auxiliaires de puériculture dans l'évaluation après le retrait du cathé. Nous avons mis en place aussi un protocole de soins en lien avec le service d'hygiène et la mise en place d'outils tels l'échelle NPUAP et l'échelle de Maddox dans le service. Je vais maintenant laisser la parole à Stéphanie Bléaire sur la réalisation de cette recherche. Bonjour. Alors, moi, je vais vous parler de la réalisation du projet CATESCA dans notre service. Donc, tout d'abord, on est parti d'une observation. Depuis plusieurs années, on avait observé des lésions cutanées sous les cathéters, donc pas au niveau du point de ponction, mais au niveau de la jonction entre le cathéter périphérique et le prolongateur, dans les services de pédiatrie et de néonat. Et il avait été décidé par le service à la pose d'une compresse en fait sous cette jonction. Par rapport à ce questionnement, on a regardé s'il y avait des recommandations sur le sujet. On n'a rien trouvé du tout. On a demandé dans les autres services quelles étaient les pratiques, et elles étaient très variables dans les autres services de pédiatrie, mais aussi dans les services d'adultes. On s'est aussi renseigné auprès des IFSI et il n'y avait rien de renseigné par rapport à cette pratique et par rapport à ces lésions observées. Du coup, c'est pour ça qu'on a mis en place ce projet pour pouvoir en savoir un petit peu plus. Alors, CATESCA, qu'est-ce que c'est? C'est une étude paramédicale, c'est-à-dire que l'information auprès des patients, la randomisation de ces patients-là, tout ça, c'est fait par des infirmières et des puéricultrices. Il n'y a pas d'intervention des médecins. C'est une étude monocentrique à La Roche-sur-Yon, au CHD Vendée, au sein des services de pédiatrie, des urgences pédiatriques et de l'hôpital de jour de pédiatrie. Il faut savoir que c'est les mêmes intervenants qui interviennent dans ces 3 services-là, donc c'est la même équipe et on est toutes formées du coup et on est toutes informées de ce projet. Alors, comment ça a été mis en place dans le service? Ça a été mis en place en 3 temps. Il y a eu tout d'abord une première réunion d'information début septembre 2020 auprès de toute l'équipe lors d'une réunion de service où on a présenté le projet CATESCA. Ensuite, on a mis en place donc, au cours du mois de septembre un temps de formation pour les auxiliaires de puériculture parce qu'elles interviennent aussi dans le projet, je l'expliquerai par la suite. Un temps de formation sur l'évaluation des escarres. Et puis, on a démarré du coup fin septembre 2020. Au cours de la première réunion d'information, on avait remis aussi un petit triptyque de poche pour tout le monde qu'elles ont en fait dans leur blouse de travail pour pouvoir faciliter en fait l'intégration et puis la réalisation de CATESCA. L'objectif, c'est la randomisation de 360 patients sur une durée estimée à peu près à 24 mois. Alors, les objectifs de ce projet de recherche, c'est en fait d'évaluer s'il y a plus d'escarres ou pas sous les systèmes de fixation avec des compresses, si on met une compresse ou si on n'en met pas en fait. Donc, ce n'est pas le point de ponction qu'on regarde, c'est vraiment la jonction entre le cathéter et le prolongateur. Donc voilà, il y a 2 bras. Il y a un bras où ils sont randomisés avec compresse et un bras sans compresse. Et à la fin, en fait, au moment du retrait du cathéter, on évalue si oui ou non on a plus de lésions ou d'altération de l'état cutané de la peau de l'enfant. Il y a des objectifs secondaires aussi qui ont été déterminés. Donc le but, c'est de comparer l'intensité des escarres, la durée de maintien des cathéters veineux périphériques
Et on voulait aussi évaluer le risque d'infection nosocomiale lié au cathéter veineux périphérique, que ce soit avec une compresse et même sans compresse, en fait, en fonction des deux systèmes de fixation. Alors là, on vous a mis une diapositive. Ça reprend en fait le triptyque qui a été distribué à l'équipe. Donc concrètement, ça explique comment ça se passe dans le service. Donc tout d'abord, on a l'indication de la pose du cathéter veineux périphérique qui est médical aux urgences, en pédiatrie, en hôpital de jour. Donc nous, il faut qu'on inclue un enfant que s'il a une forte probabilité de garder cette voie veineuse plus de 6 heures, pour qu'on puisse voir l'impact en fait de ce système de fixation avec ou sans compresse. C'est une infirmière du coup qui inclut l'enfant, donc elle vérifie bien s'il y a tous les critères d'inclusion. Si, bon, les critères d'inclusion, ils ne sont pas précisés là, mais on pourra les redonner dans un deuxième temps. Ensuite, on remet bien la note d'information. Donc, on a créé des notes d'information en fonction de l'âge des enfants, pour les adultes. Voilà, c'est des documents qu'on a travaillés en équipe. Et on recueille le consentement. Ensuite, tout ça, on le classe dans un dossier et on randomise au niveau informatique. On randomise l'enfant et pour savoir s'il est dans le bras pose de voie veineuse avec ou sans compresse. Donc ça, c'est au niveau de l'informatique que c'est géré. Nous, ensuite, on va poser la voie veineuse périphérique, donc en fonction du résultat de la randomisation, selon un protocole qu'on a déterminé avec l'équipe d'hygiène, voilà, qui a été revu aussi avec des infirmières du service. Donc ensuite, l'enfant il est hospitalisé. On surveille donc dans les jours qui suivent, dans les heures qui suivent le point de ponction, mais comme on le fait actuellement, ça ne change pas nos pratiques. Et on note bien dans les dossiers, ça c'est important, de bien noter les fuites, s'il y a besoin de changer de compresse, enfin, voilà, si le site d'insertion est sale, tout ça, il faut que ça soit bien tracé. Ensuite, au moment du retrait, donc l'infirmière qui prend en charge le patient, elle va évaluer le point de ponction, donc le point de ponction où le cathé est inséré, et en fonction d'un score de Maddox, elle va renseigner s'il y a une infection ou pas. Ensuite, donc on demande à une auxiliaire de périculture, c'est là qu'elle intervient, une auxiliaire qui n'a pas connaissance de l'enfant pour que cette évaluation se fasse en aveugle. Du coup, elle vient voir au retrait du cathé s'il y a une lésion cutanée en fait au niveau de cette jonction. Donc, elle ne sait pas s'il y avait une compresse ou pas. C'est fait dans les 10 minutes qui suivent. Et elle le renseigne aussi dans le document papier. Il faut savoir que toutes ces informations, après, elles sont recueillies par les infirmières de la recherche clinique et elles sont informatisées pour qu'on puisse après compléter le dossier. Donc, c'est un véritable travail d'équipe. Alors, les communications et les publications, pour le moment, il n'y en a pas énormément, mais c'est tout l'enjeu. Le but de cette étude, c'est aussi, on voudrait bien envisager une étude multicentrique pour qu'elle soit faite dans plusieurs centres hospitaliers. Le but premier, qui est important pour nous en tant que soignants, c'est aussi d'améliorer nos pratiques professionnelles et d'améliorer le bien-être de l'enfant, pour pas qu'il se retrouve avec des marques liées à nos soins. Ce qu'on voudrait également, c'est étayer un petit peu plus les recommandations de l'HAS par rapport à cette pose de voie veineuse périphérique, parce qu'il n'y a rien de documenté en fait sur les systèmes de fixation et puis les lésions que ça peut engendrer. Et puis, si possible, publier nos résultats dans des revues de soins pédiatrie ou en parler à des congrès ou voilà, continuer ces conférences, ces vidéoconférences. Je vais vous passer maintenant ma collègue Nadège. Bonjour à tous, donc Nadège Tessier, infirmière référente dans le service de pédiatrie. Du coup, moi, je vais plutôt vous parler de retour de notre expérience. Donc, un retour qui a mis en avant la nécessité d'une organisation de travail avec la mise en place de journées détachées des soins et inclus dans le temps de travail. Cela nous a permis aussi de mettre en place un rythme de travail régulier à valeur de tous les 2 mois. Et lors de ces réunions, nous avions aussi invité l'équipe de recherche clinique qui nous a beaucoup aidé lors de ce projet-là. En dehors de ces réunions, on avait aussi un temps de travail quand même personnel plutôt consacré à la lecture d'articles assez conséquentes.
Donc, devant l'importance du travail de groupe, on a décidé de répartir les tâches et pour ça, on a effectué un travail de lecture et de rédaction en binôme, d'abord sur chaque partie de la mise en place de ce projet. Et dans un deuxième temps, on a aussi mis en place des temps de relecture en commun, plutôt à distance de nos travails en binôme. Toute cette organisation nous a permis de mettre en place une première réunion d'information auprès de l'équipe soignante du service de pédiatrie, et ça plutôt très en amont du début de l'étude, afin de les familiariser aussi. Cette expérience a relevé des difficultés. Elles se sont portées sur l'intégration du langage, de la méthodologie et de l'écriture en recherche clinique, qui nous était complètement étrangère. La recherche et le tri de la bibliographie également, avec de la lecture sur des documents médicaux anglais, avec lesquels on n'est pas forcément familiarisé. Et enfin, nos attentes étaient en décalage aussi avec celles de l'équipe de la recherche clinique, de par nos formations professionnelles respectives. Cela nous a amené à une prise de conscience de l'investissement individuel nécessaire avec le travail quotidien, l'investissement aussi que l'on a déjà dans d'autres projets de service et aussi un investissement qui allait nous demander du temps sur plusieurs années. Enfin, notre groupe de travail s'est également modifié par rapport au départ et on a donc sollicité de nouveaux professionnels au sein de ce groupe, mais celles-ci ne sont pas formées à la recherche clinique comme nous avons pu l'être auparavant. On a dû faire face également à des réticences de la part des infirmières et puéricultrices du service. Il y a eu la peur du retour en arrière, avec du fait du retrait de la compresse et la possible apparition d'escarres chez l'enfant. La crainte aussi par rapport au temps passé à l'information aux parents et à l'enfant, au recueil du consentement et à la randomisation du patient. Enfin, elles avaient aussi une crainte par rapport au recueil de données et suivi des dossiers et du temps à y passer. Cette crainte a vite été levée lorsqu'on leur a dit que cela serait pris en charge par l'équipe de l'URC. Alors, nos opportunités par rapport à ce projet ont été plutôt un contexte favorable tant au niveau national qu'institutionnel. Cela nous a permis également l'accès à différentes formations, congrès, cafés lecture portant sur la recherche clinique. Et cette expérience nous a apporté une méthodologie de travail pour les autres groupes de réflexion du service, avec l'intégration progressive de la culture de la recherche bibliographique par les soignants et l'écriture de protocoles de soins, une actualisation des connaissances avec diffusion au sein de l'équipe de nos avancées et une valorisation du travail des infirmières, puéricultrices et auxiliaires de puériculture. Nous avons également constaté une uniformisation et amélioration des pratiques, ainsi qu'un nouvel élan dans la rédaction de protocoles de soins avec transmission de l'expertise soignante auprès des jeunes professionnels et une amélioration de la traçabilité des dispositifs médicaux posés chez l'enfant. Donc, je voulais remercier tous les soutiens au sein de l'établissement, donc notre cadre supérieur de pôle, Madame Nettier-Hérault, le chef de pôle, le docteur Ducarme, l'institution bien sûr. Il faut souligner aussi le soutien inconditionnel du chef de service, Thomas Blanchet, qui s'est rendu très disponible pour des aides ponctuelles, une relecture, un avis médical, et ce, quelquefois en urgence. Un remerciement aussi tout particulier à l'équipe de l'URC du CHD, particulièrement à Stéphanie Martin, qui est chef projet, qui a été très soutenante pendant ces 2 années et qui est encore très attentive à l'inclusion des patients et à notre accompagnement au quotidien. Et puis bien sûr à l'équipe de pédiatrie qui est partie prenante au quotidien, puisqu'on a déjà inclus 47 patients sur les 4 derniers mois. Donc la dernière diapo, c'est juste le début de la lettre à l'intention des enfants de 6 à 11 ans. Voilà.
Nous attendons maintenant vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention, pour votre intervention. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la zone chatée, comme je vous le disais tout à l'heure. En attendant vos questions, je vais juste rebondir un petit peu sur du coup votre intervention. Je voulais déjà souligner en fait, vous remercier pour excusez-moi. Donc, je voulais vous remercier pour il y a une diapo que j'ai particulièrement aimée, en fait, c'est la diapo que vous avez présentée sur les enjeux. Enfin, tout était très intéressant, mais c'est vrai que souvent, on va nous dire bah, la recherche, ça prend beaucoup de temps, ça va nous prendre du temps. Pourquoi faire au final? Parce que je pourrais aussi très bien faire pareil, on analyse des pratiques et puis voir un petit peu comme ça à la louche si ça marche pas. Et dans mon service, ça changera et ça suffit. Et du coup, j'ai trouvé intéressant en fait que vous montriez les enjeux réels de la recherche. Donc, c'est vraiment ancrer les pratiques. Et là, vous finissez en plus sur cette thématique-là, c'est que de faire ce projet ensemble, ça a permis vraiment un changement et d'ancrer la recherche dans vos pratiques. Donc, j'ai trouvé très intéressant en fait de souligner ça, de fait que ça vous a pris beaucoup de temps. L'institution, on le remarque, vous en a donné, enfin, vous a soutenu aussi. Et ça, c'est super de travailler dans ce climat-là. Mais effectivement, c'est pour une réelle amélioration, puisque de ce que j'entends, en fait, vous avez vraiment su motiver l'équipe et faire évoluer en fait les pratiques pour vraiment faire connaître votre recherche par la publication. Et ça, c'est super. Merci. Merci. C'est vrai qu'en plus, on a intégré beaucoup de jeunes infirmières dans le service. Et on se rendait compte que cette pratique de poser des compresses pour protéger la peau de l'enfant n'était plus systématique. Donc, ça nous avait alertés aussi. D'accord. J'ai une autre question, en fait, en attendant les questions de l'assistance. Attendez, j'ai levé une main. Je vois une personne qui lève la main, mais n'hésitez pas. Je peux pas vous ouvrir le micro. Donc, il faut vraiment poser par écrit vos questions. Donc, en attendant les questions par écrit, je vais juste en poser une. Est-ce que vous pouvez nous donner, vous nous avez parlé de vos objectifs principaux et des critères d'évaluation principale. Comment vous avez fait pour définir ces critères? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette période-là? Est-ce que vous avez comment est-ce que vous avez choisi? On sait que c'est difficile de choisir le critère d'évaluation principal, c'est pas forcément toujours évident. Est-ce que ça a été une évidence pour vous parce que c'est votre quotidien de soins, ou est-ce que vous avez fait face à des difficultés? Comment est-ce que vous les avez résolues? En fait, souvent quand on parle de notre étude, les gens pensent qu'on parle du point de ponction et on ne voulait pas du tout faire une recherche sur ça parce que ça a déjà été publié plein de fois. Et donc, nous, on savait exactement ce qu'on voulait évaluer, c'était vraiment le risque d'escarre, mais à distance du point de ponction, puisqu'il n'y avait pas d'études sur le sujet. Donc, c'est vrai que je pense que notre critère principal, il a été assez simple. Et la seule manière de l'évaluer, c'était de mettre une compresse ou pas, en fait. Donc, l'objectif principal, il a vite… Et il a été imagé par des photos pour que l'URP comprenne aussi notre choix et l'endroit où on voulait porter notre recherche, notre étude. C'est quelque chose qu'on a mis en photo auparavant. Et on a étayé tout notre discours par des photos aussi qui avaient été faites sur des enfants qui ne portaient pas de compresse. D'accord. Et les critères de jugement secondaire, c'est pareil, c'était, vous êtes des études qui étaient proches ou vous aviez, pareil, par votre analyse de soins, en fait, c'était une évidence pour vous d'évaluer ces critères secondaires? Le côté infectieux, ça a été apporté par l'équipe de recherche clinique surtout. Nous, c'était et l'hygiène. Le service d'hygiène n'était pas forcément d'accord avec la mise en place d'une compresse sous nos cathéters et dans un système plutôt fermé. D'accord. Oui, c'est intéressant en fait de voir effectivement d'avoir été les solliciter en fait et de voir que ça a pu aussi vous apporter ce niveau-là d'expertise, parce que peut-être que votre projet aurait été refusé si vous n'aviez pas eu ce critère en plus. Et du coup, c'est toujours intéressant, moi je trouve, de partager en fait les projets de recherche pour pouvoir
échanger enfin, ouvrir un petit peu sa vision, que souvent chaque professionnel a sa vision spécialisée, et le fait d'en parler autour de soi, en fait, ça permet de se poser d'autres questions et d'avoir une évaluation plus fine. Alors, j'ai des questions de Denis Botella qui demande « Quel pansement utilisez-vous et pourquoi ne pas utiliser les pansements IV3000 et des bandelettes stériles pour fixer le cathé ?» Les stéristrips, il veut dire. Oui. Alors, l'IV3000, on l'utilise pour les patients dits oncologiques qui ont une peau très plus fragile et du coup, enfin, de toute façon, la partie collante du pansement ne changera pas la donnée. C'est la pression qui est donnée par ce pansement-là qui amène une marque sur la peau. D'accord. Et cette pression, vous l'aviez évaluée? Enfin, comment est-ce qu'il y avait quelque chose ou pas du tout en fait c'est simplement en fait le fait qu'il y ait un pansement en fait qui change les choses. Est-ce que par exemple, est-ce qu'il existe des choses dans la bibliographie si on avait mis, alors je suis pas du métier, mais un élastique, enfin quelque chose de plus souple pour tenir et qui permette de moins serrer? Est-ce que ça pouvait être aussi, enfin peut-être c'est une ouverture de votre projet? Il y a peut-être d'autres solutions. Je ne sais pas quelles sont les limites peut-être de vos résultats ou ouverture. En fait, il y a une nécessité que ce soit bien fixé parce que l'enfant bouge. Et en fait, on applique une tubulure plastique rigide sur la peau d'un enfant. Donc, quel que soit le type de pansement, la marque du pansement, ça laisse une marque en fait. On ne peut pas mesurer la pression, mais il faut que ce soit suffisamment fixé pour que la perfusion tienne pendant souvent plusieurs jours. D'accord. Donc, on n'a aucune recommandation sur le maintien des perfusions. Ça n'a pas été lu ni trouvé. On a trouvé une recommandation comme quoi tous dispositifs médicaux pouvaient apporter une lésion au niveau de la peau, mais aucune recommandation ne découle de cette information-là. Quant au maintien ou pas. Et c'est vrai qu'en pédiatrie, on cherche à faire tenir nos perfusions le plus longtemps possible pour ne pas avoir à altérer tout le capital veineux de l'enfant. Parce qu'on sait très bien aussi que les médicaments injectables comme certains antibiotiques brûlent les veines. Donc l'idée, c'est que de maintenir la voie veineuse le plus fiable possible et sur un temps assez long aussi. D'accord. Monsieur Botella, Denis Botella vous rebondit et dit l'IV3000 permettrait d'isoler le point ponction du reste du pansement et peut-être avoir une pression moindre. Je ne vois pas. Comment ça peut isoler? Peut-être quelque chose à tester, une autre étude à écrire? Oui, peut-être. Nous, on a dû faire en fait notre étude avec le même matériel pour pouvoir comparer lequel système de fixation était si la compresse avait un réel intérêt, il a fallu qu'on prenne toujours les mêmes offsites. Donc sur le CHD, c'est des Tegaderm. Il a fallu qu'on prenne les mêmes cathéters, c'est-à-dire qu'on ne peut pas inclure, on ne peut pas mettre des Intima. Il faut qu'on mette, on a une marque bien spéciale. En fait, c'est celle qui est la plus utilisée dans le service. En fait, c'est ça aussi les critères. Il faut qu'il y ait des critères communs pour pouvoir évaluer la différence en fait, et puis comment, si la compresse sert ou pas. C'est aussi l'intérêt de l'étude en fait, de voir quel est le meilleur matériel pour éviter ces marques et ces lésions. Je vois pas comment l'IV3000 par rapport au Tegaderm pourrait changer en fait la pression. Ça reste un scotch qui est appliqué sur un prolongateur qui a même la peau, donc forcément que ce soit l'IV3000, il est moins allergisant en soi parce que je pense qu'il est moins collant, ouais, c'est la partie qui colle, mais en soi, il appuie de la même manière qu'un Tegaderm. Donc c'est vrai que
Après, si on trouve du matériel qui soit beaucoup moins, qui apporte moins de lésions aux enfants et moins d'appui, pourquoi pas, ça c'est sûr. Et je pense que cette étude, ça va nous montrer plusieurs choses. Je pense qu'en fonction du lieu de localisation de la perfusion, on va avoir des résultats. Je pense que tout ça, en fait, ça va ouvrir d'autres études, pourquoi pas, je pense. Et peut-être aussi d'autres choix de matériel auprès des marchés qui sont faits aussi, parce que, on n'a pas forcément, les marchés qui sont pris au sein des hôpitaux n'ont pas forcément de notion aussi de tout l'après et des conséquences de ces choix-là. Pour l'enfant, en tout cas. Pour l'enfant, en tous les cas. Même pour l'adulte, je pense. L'enfant, la personne âgée, tous ceux qui ont des peaux plus fines. Oui, voilà, c'est l'intérêt de publier les résultats de sa recherche pour faire connaître cette recherche, mais cette recherche qui reste fine en fait sur une méthode pour préserver en fait le capital vineux des enfants. Mais voilà, juste je lis la réponse de Monsieur Bottella qui répond les opsites ne sont pas faits pour les PVP. Sont plus épais? Ne sont pas faits. J'en ai pas compris. PVP. Il faudrait que je puisse discuter avec vous. Alors, effectivement, je vous encourage en fait, si vous voulez discuter, voilà, de changer par téléphone. N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que je puisse vous mettre en relation. Mais voilà, comme le disait, comme vous le disiez très bien, en fait, une recherche, on essaye de changer une pratique pour arriver à un objectif et on ne peut pas tester toutes les pratiques. Donc, c'est vrai que c'est votre pratique que vous avez mis en place. Et du coup, vous évaluez en fait la diffusion des résultats. Vous pensez pouvoir les partager prochainement, une publication ou... Déjà, quand l'étude sera terminée, qu'on aura inclus tous les patients, je pense, on ne va pas le faire avant. Donc, on a commencé il y a 3 mois, quoi. 3 mois, donc... D'accord. Dans 2 ans plus tard. Il faudra être patient. En tout cas, j'ai hâte de connaître les résultats de cette étude. C'est un super travail. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans l'assistance, sinon on va clore la discussion parce qu'il est déjà l'heure. Mais en tout cas, je vous remercie parce que c'est une belle dynamique et en plus de votre sujet en fait d'expertise pour lequel en fait entre soignants, je vous laisserai, voilà, n'hésitez pas, on peut vous mettre en relation pour échanger. Mais au-delà de ça, c'est une belle dynamique de travail en fait et de façon d'insuffler la recherche dans vos pratiques. Donc, je suis très admirative du travail fourni. Monsieur Bottella remercie pour le travail effectué. Pour les enfants. Merci. Et donc, moi, je vous remercie également. Et puis, du coup, la vidéo sera disponible sur YouTube pour ceux qui souhaitent la partager. Et puis, je peux vous mettre en relation avec l'équipe pour pouvoir échanger plus longuement sur les résultats. Et n'hésitez pas à nous faire savoir, en fait, quand vous aurez fini les inclusions et peut-être que parmi l'assistance, en fait, il y aura plein de personnes motivées pour votre étude multicentrique qui suivra, j'en suis sûre, parce que c'est très intéressant et qu'on puisse valoriser ce travail en multicentrique et puis travailler ensemble pour faire changer les pratiques, au moins sur le Grand Ouest, voire de façon plus large. Merci. Merci à tous et à très bientôt.